Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Les mots ont un pouvoir exceptionnel, ne jamais sous-estimer le langage. C'est lors d'un échange verbal dont la teneur était politique que les faits se sont déroulés. La tendance de la personne en face ne faisait doute qu'elle avait embrassé les idées macronistes. Celle-ci m'explique pourquoi il est important de voter. Pour que vive la démocratie, voter et démocratie étaient ses seuls arguments, hélas. Pour lui, évidemment, je me sens la responsabilité de redonner du sens à ses dires. En inversant ses propos, tout simplement, l'oligarchie se dissimule derrière cet art de vivre que nous appelons la démocratie. Le petit nombre se cache et fait des simulis de politique avec des gouvernants non légitimes car intronisés et non élus. Et surtout, depuis la forfaiture de 2008 avec l'Europe. Soufflé par la criante vérité, la position latérale de sécurité fut choisie par le macroniste. D'où ce sentiment. Les mots sont une arme non létale. Avoir sa plume en embuscade est une garantie de tranquillité face à ce monde cruel et crétin. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Le vocabulaire du CNTFCH est tout sauf dénué de sens, ce qui peut le rendre dangereusement déconcertant pour certains et agréable évidemment pour d'autres. J'en veux pour preuve, la demi-heure que nous allons passer ensemble sous la bannière de la France libre. Bonsoir les amis, bienvenue Philippe, Christiane, Jean-Pierre et vous messieurs dames. Bonsoir et merci pour cette introduction. Ah oui, absolument, merveilleuse, pleine de dynamisme et d'ambiance et de gaieté. Merci. Et puis bonjour à tous, évidemment, et à toutes qui nous écoutez. Alors, tu as parlé de la Macronie, alors effectivement, et des mots, et du poids des mots. Alors, le poids des mots, ça me fait penser à cette chanson de Lavilliers, Lavilliers qui fait dire enfin, en tout cas, qui dit qu'il est sur le trottoir, mais ses paroles, mais ses textes maudits, on les connaît encore, ou quelque chose comme ça. On les connaît par cœur. On les connaît par cœur, merci. Et donc, ça veut bien dire que les mots ont un sens et ont un poids et traversent le temps. Et ils restent dans les chansons ou dans les slogans. Ils restent également dans les écrits, dans les textes, et ils se gravent dans la mémoire des hommes. Surtout lorsqu'ils ont un poids de récupération et de révolution et de récupération d'équilibre. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Il est là, il a froid, j'entends battre son cœur. Exactement. Donc, il y a des choses très fortes chez les gens qui font des chansons. Pas toujours, mais certaines fois, ils atteignent le firmament et il faut savoir le dire et le montrer. Donc voilà. Alors, est-ce que je peux continuer ou oui, c'est bon. J'ai le feu vert du groupe. Alors c'est parfait. Alors comme on est en petit comité aujourd'hui, on va se livrer à un exercice de démocratie qui consiste à se limiter à un temps, comme on le fait quand on est plusieurs, pour faire la démonstration que c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on n'a pas le temps de tout dire. En démocratie, on doit arriver sur le podium et dire ce qu'on a préparé à l'avance en quelques minutes, le temps de faire tomber le sable du sablier, et puis voilà, on passe la main à un autre. Et à l'inverse, quand on est moins nombreux, on va s'apercevoir qu'on met le même temps pour dire ce qu'on avait à dire, ce qu'on a préparé, etc. C'est un exercice. Donc voilà, j'ai déjà été long en le présentant. Moi, je voudrais simplement dire que en termes d'actualité, pour revenir sur un sujet que j'ai déjà traité avant-hier, à savoir le poids de la neige. Alors, j'avais déjà dit que la neige était relativement épaisse sur le Groenland et sur l'Arctique, et que donc ça venait contredire tout un tas de prévisions concernant le réchauffement climatique. Malheureusement pour ceux qui les ont faites, ces prévisions. Et là, en l'occurrence, on est en train de parler de la Suisse. Alors, la Suisse, c'est juste à côté de chez nous. Et il y a dans les stations de ski suisses où le ski de printemps a repris plus fort que jamais et aussi fort que jamais. Il n'a jamais été aussi puissant, le ski de printemps. Et là, ils ont des 4 mètres de neige sur les endroits skiables. Donc, c'est juste exceptionnel. Là où, normalement, à cette période de l'année, il devrait y avoir 50 cm, voire 20 cm. C'est la fonte. Voilà, tout simplement. Eh bien non, on n'est pas en fonte, ça continue. Donc c'est pas perdu pour tout le monde, évidemment. Tous ceux qui aiment le ski de printemps, eh bien, sont en train de s'éclater sur les pistes suisses. Voilà ce que je voulais dire pour aborder les choses du bon côté, sachant qu'évidemment, la théorie du réchauffisme, elle en prend encore un coup et on va attendre le prochain tour, le prochain mois, peut-être le mois de juillet ou le mois d'août, pour dire, décidément, effectivement, c'est le réchauffement de la planète, puisque la neige a fondu, quoi. Voilà. Alors, je n'en dirai pas plus, c'était juste une remarque et je passe la parole. Mais le Mont Blanc, il va être plus haut cette fois-ci. Il est déjà à 1815, 4815, je sais plus combien, il avait grandi. Oui, mais ça change tout le temps, donc...
4800 têtes, J'ai une petite info si vous voulez. Bon, c'est assez tragique, hein. C'est notre gouvernement qui, comme d'habitude, prend de l'argent là où il y en a pour mettre ailleurs. Alors maintenant, ils ont décidé de gréver les congés maladie. Oui, les congés maladie. Ouais. Pour rembourser le déficit de l'État, évidemment. Voilà, donc on est sur toute une série de décisions qui sont toutes privatrices, soit de liberté, soit de moyens financiers. Donc là, en l'occurrence, c'est des remboursements. C'est le cas. Donc l'idée de génie, c'est de nous priver de nos ressources pour faire en sorte de pouvoir boucler le budget de l'État, pour pouvoir rembourser la dette. Donc c'est des idées de génie qui passent par, je dirais, le massacre psychologique et le massacre financier de tous les habitants de la France, quoi. Voilà. Alors que dans d'autres pays, ça se passe différemment. Alors bon, on a la chance d'avoir les génies des Carpates chez nous, hein, je dis ça avec ironie bien sûr, hein, qui sont capables de trouver des idées tout à fait extraordinaires et qui sont le droit fil de ce à quoi nous avons droit comme tout simplement comme dirigeants, hein, en tout cas soi-disant dirigeants, puisque depuis 2008 nous disons qu'il n'y a plus de direction de la France, tout est illégal puisque la trahison a été acquise, a été notée, a été actée sur ce qui s'est passé en 2008, à savoir que les représentants du peuple qui avaient voté contre l'admission dans la Constitution européenne, eh bien ces représentants ont cru bon 3 ans plus tard en 2008 donc de revenir sur cette décision du peuple et de faire en sorte qu'elle soit bafouée, c'est-à-dire qu'ils obtiennent le résultat inverse de ce qui avait été noté dans un référendum à hauteur de 54% des voix de la France. Enfin, en tout cas des Français. Donc cette forfaiture-là, elle n'est pas oubliée, elle est indélébile. Quoi qu'on pense certaines personnes qui nous expliquent que c'est derrière nous et que personne n'a rien dit. Vous imaginez cet argument-là? Oui, mais personne n'a rien dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a été traité par des bandits. Et que comme personne n'a rien dit, eh ben c'est définitivement acté. Bah non. Alors y a-t-il eu d'autres exemples dans l'histoire où avec des forfaitures de cette nature? Peut-être. J'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais peut-être. La seule différence, c'est qu'à cette époque de l'histoire, on était en croissance et les frigos étaient à peu près pleins. Aujourd'hui, ils sont vides. Aujourd'hui, on nous pompe l'argent de tous les côtés. Donc forcément, on cherche des solutions et on va vers le droit avec un grand D majuscule pour savoir ce qui s'est passé. Donc on regarde et qu'est-ce qui s'est passé? Ben il s'est passé cette forfaiture que je viens d'évoquer en 2008. Et là, effectivement, c'est un point d'ancrage pour dire il y a erreur là, il faut revenir en arrière, d'autant que depuis 2008, eh bien nous sommes en face de personnel politique qui n'a ni droit ni titre, puisque la Constitution est tombée tout simplement, hein. Et qui continue néanmoins de conduire les choses à sa manière. Alors c'est quoi sa manière? C'est l'abus et l'usage abusif du 49.3. C'est le fait de faire des lois qui sont de plus en plus liberticides et de plus en plus restrictrices concernant nos porte-monnaies, hein. Alors, on a de moins en moins d'argent, on a une inflation galopante, on a une dette qui ne fait qu'enfler. Enfin bref, ils ont tout raté et ils nous font porter le chapeau. À nous, le souverain. Je rappelle que le souverain, c'est le peuple. Voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions et où on est à la croisée des chemins en la matière, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez rebondir sur ce que je viens de suggérer. Juste une petite chose, Philippe. Tu as parlé tout à l'heure des politiciens en faisant un parallèle avec les génies des Carpates. Je suis désolé du jeu de mots, hein, mais pour moi, ce sont plutôt des génies des quatre pattes. Des quatre pattes ou des Carpates Oui, on peut. Allez, si vous voulez bien, on va passer à l'actualité en images. Est-ce que l'on est capable de se connaître? Est-on capable de changer? L'actualité en images et on se retrouve juste après. Est-ce que quelqu'un peut vraiment changer? En réalité, quand on se pose la question, c'est surtout qu'on est déçu de voir qu'il reste le même. Tous les philosophes se posent la question de savoir si on peut changer, puisque l'éthique consiste précisément à faire en sorte d'aller vers une meilleure version de soi-même. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer vers le mieux? Eh ben, la réponse, c'est que d'abord, on peut pas changer par décision. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir changer exactement ce qu'on voudrait changer. Et il vaut la peine d'être attentif plutôt à ce que les autres voient de nous que nous-mêmes ne voyons pas. J'entends ce que vous dites, mais parfois on peut avoir raison et que les autres ont tort, non? Alors c'est pas que les autres ont toujours raison, c'est plutôt qu'ils nous renseignent toujours sur des choses qu'on ne sait pas de soi. C'est ça l'intérêt en fait. C'est-à-dire il ne s'agit pas de rester ouvert aux quatre vents et de faire tout ce qu'on nous dit de faire. Pas non plus de s'abandonner à des groupes pour justement imiter ce que font les autres. En fait c'est quelque chose de plus équilibré qui suppose d'écouter tous les renseignements
renseignements en fait dont on dispose pour savoir qui l'on est et pour devenir qui l'on est. Parce qu'en fait, nous n'avons pas de tempérament fixe que nous saurions nous-mêmes expliciter. En fait, on ne se connaît pas soi-même. C'est pour ça que le principe même de la philosophie grecque, c'est le connais-toi toi-même. Tout changement personnel passe par les autres et nous sommes très dépendants de nos amis. En fait, les amis, c'est ça. Ce sont des gens qui vont se rendre meilleurs les uns par les autres. Voilà une belle définition de l'amitié. Magnifique. Jean-Pierre Pénard sur la grand-mare des canards. Oui, les copains, Oui. évidemment. Magnifique. Moi, j'ai juste une réflexion tout de suite, c'est que la meilleure version de soi-même, c'est juste une bonne façon de nous mettre la pression. En fait, nous sommes des êtres complets. C'est simplement, il l'a dit après, qu'il faut se connaître soi-même, savoir qui on est et avancer avec qui on est. Et effectivement, le fait d'être avec d'autres personnes, ça nous permet de nous connaître. Mais la première chose à faire, c'est essayer d'être soi-même le plus possible, quoi, de ne plus consentir à quoi que ce soit qui nous dérange, se sentir bien. Oui, il faut pas chercher à plaire aux autres, il faut être Non. soi-même et arriver à l'idéal que l'on s'est fixé, évidemment, quoi. Voilà. On est Alors d'accord. certains nous diront qu'il faut aussi sortir la meilleure version de la démocratie, car le connais-toi toi-même, c'est sorti au moment de la démocratie dans la Grèce antique, et ça définit également l'attitude démocrate. C'est-à-dire que dans l'attitude démocrate, je vais prendre un exemple que j'ai déjà donné tout à l'heure d'ailleurs, c'est le temps de parole. C'est-à-dire, si je commence à parler de choses et que je ne termine pas, eh bien, je suis en train de marcher sur les pieds, sur le ventre, sur le corps de mes collègues. Donc ça n'est pas bien. En revanche, si je fais une analyse, une proposition et une synthèse, que ça dure 3 minutes, c'est parfait. C'est de ça dont on a besoin pour prendre des décisions. Et c'est cette éducation-là qu'il va falloir faire en tant que démocrate. Voilà. Et ça, évidemment, c'est pas forcément facile. Oui, Christiane. Et après, quand on demande est-ce qu'on peut devenir meilleur, est-ce qu'on peut changer? Eh ben, évidemment, il y a des prises de conscience. C'est qu'une question de prise de conscience. Dans notre vie, on a tous eu des moments de conscience. On a dit, ah ben non, là, ça va pas. Je vais changer de route. Tout simplement. Il faut pas aller chercher trop loin. Hein. Parce que tu as cette capacité de conscience, Christiane. J'imagine qu'il y a des gens qui, eux, ne se posent pas la question et qui agissent évidemment sans remords et sans opinion aussi. C'est ça. Ouais. Par contre, Christiane nous tend une perche, Sylvain. Oui, absolument, absolument. Ouais. Nous allons parler aujourd'hui de la science. Et nous allons même rajouter... Non, vous ne le faites pas? Si, science toujours sans conscience. Voilà. Et on a des preuves à l'appui, évidemment. Alors évidemment, c'est Rabelais qui a dit science conscience n'est que ruine de l'âme. Mais aujourd'hui, au bout de 4 années de ce qu'on sait, on en est où de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de ce qui s'est réellement passé et des conclusions qu'on a pu en tirer d'un point de vue technique, médical, scientifique, et quelle a été la réaction de celles et ceux qui nous ont conduits tout simplement dans le confinement, dans la vaccination, etc., sachant qu'on a appris des choses sur ce qu'était le confinement et ce qu'était la vaccination et ce qu'il y avait dans la vaccination. Donc ces choses-là, elles ont remis en cause un certain nombre de choses. Et est-ce que ça a été il en a été tenu compte? Ça dépend, hein. Je veux dire, ça dépend des personnes. Quand on fait de la science et qu'on a de la conscience, aujourd'hui, pour certaines personnes, il vaut mieux se cacher. Oui. Parce que si on a le mauvais goût de ne pas être d'accord avec les versions du gouvernement, justement, hein, eh bien, on peut en subir des conséquences fâcheuses pour soi-même. Donc, il y a des médecins qui se cachent, il y a des scientifiques qui se cachent, etc., etc. Et puis, on peut aussi avoir des gens qui n'ont pas de conscience, c'est-à-dire qu'ils sont inconscients, comme les enfants. Vous savez, les enfants qui traversent la rue, et inconsciemment, ils peuvent se faire écraser. Mais ce sont des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la fontanelle qui est fermée, ils n'ont pas tout l'équipement nécessaire pour être autonomes dans la traversée de la vie et de la rue. Et puis vous avez ceux qui sont non conscients, c'est-à-dire qui n'ont pas de conscience. Alors ça, c'est quelque chose encore différent. Et là, je vais faire appel à la grande sagesse de Jean-Pierre. Je termine juste ce que je veux dire. C'est que cette non-conscience, ça veut dire qu'elle ne s'applique pas aux humains. En tout cas, c'est mon interprétation. Mais elle s'applique à des surhumains qui, eux, entre eux, ont une conscience, mais qui, vis-à-vis de nous, n'en ont pas. C'est-à-dire qu'ils estiment que nous sommes, pour eux, l'équivalent de ce qu'on a vu dans des films comme Qui veut tuer Roger Rabbit, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pardonnez-moi, qui était un film de Walt Disney dans lequel on avait la contrepétrie. Oui, merci. Oui, et qui donc était un film qui nous
parlaient de ça. C'est-à-dire qu'il y avait d'une part les humains et d'autre part les toons qui étaient presque humains et qui ne résistaient pas à certaines tentations et qui se faisaient chasser par des méchants qui voulaient leur peau, tout simplement. Hein. Et c'était à la fois drôle et pathétique. Ça faisait penser au 101 Dalmatien qui avait terrorisé mon enfance également, le film de Walt Disney également, où il y avait une dame qui voulait la peau des chiots, et ça m'avait terrorisé. J'avais fait un gros cauchemar cette nuit-là. Et donc voilà, et ces gens-là ont-ils une conscience? Soit c'est une conscience alternative, c'est-à-dire que ça n'est pas la même que la nôtre, soit ils n'en ont pas du tout. Alors là, on va se tourner vers Jean-Pierre pour nous donner son avis. Alors, juste avant que Jean-Pierre s'exprime, je voudrais te rappeler le nom de cette personne qui avait pour cœur de tuer les Dalmatiens, Cruella d'Enfer. Cruella, absolument. La source de tous mes cauchemars. Jean-Pierre, bonsoir et bienvenue à toi. Alors bonsoir à chacun et à chacune d'entre nous et à tous ceux et celles qui nous écoutent. J'ai pour coutume de considérer les lettres et les mots et les espaces et les ponctuations comme étant sacrés, comme étant le lien qui nous relie avec l'esprit et voire même avec le divin. Et donc, je me sens triste que l'on puisse utiliser un mot comme science pour des actes de torture justement qui n'ont aucune science et aucune conscience. La science, quand on dit que quelqu'un est scient, ça veut dire qu'il porte la conscience de ce qu'il fait. Alors, on dit que les gens ont commis des méfaits sciemment. Oui, peut-être sciemment sur un niveau très bas de leur être, mais certainement pas sur tous les étages. Et nous sommes un être à plusieurs étages. Il y a notre corps physique, nous avons aussi un émotionnel, un mental, un spirituel, et pour ceux qui l'admettent, une partie de nous-mêmes divine. Donc, pour les Celtes, le mot science signifie vraiment la conscience. Et donc, si on rajoute le préfixe con avant la science, c'est vraiment la conscience avec, et avec quoi? Avec l'univers, avec l'autre, avec soi-même. Donc ça rajoute ce mot avec. Mais de toute façon, la science ne peut pas être un acte de torture, que ce soit vis-à-vis des animaux, des plantes ou des minéraux. La science, pour moi, c'est une des valeurs les plus élevées d'un être. Quand on commence à se développer, nous n'avons peut-être que peu de conscience. Il y a le cerveau reptilien qui nous fait réagir par peur dans l'attaque ou la fuite. Et je ne peux pas appeler ça vraiment de la conscience. Alors, on nous a parlé, le monsieur que Sylvain a présenté, il voulait, alors non, pas lui, on voulait nous inciter à voter, ce qui est très bien. Sauf que on nous mélange le mot vote avec le mot élire. Nous ne voulons pas élire, nous voulons voter. Alors merci à lui d'avoir utilisé ce mot-là, même si c'était pas son intention. Son intention, c'était de nous faire élire quelqu'un. Mais à ce sujet-là, j'ai le concept que le divin passe partout, même dans le langage des plus ignorants et des plus méchants. Il suffit de savoir les écouter pour entendre leurs mots et pour entendre ce qu'ils veulent dire vraiment, plutôt que d'entendre leur propagande. Il y a aussi quelqu'un qui a dit mais personne n'a rien dit. Or le silence, c'est une parole. C'est 4/5 de la parole, hein, le silence. Donc les gens n'ont rien dit. Et alors le proverbe dit qui ne dit mot consent. C'est un proverbe de fou inventé par des fous. Le silence parle de lui-même et les musiciens le savent très bien. Voilà. Pour le moment, je vais abréger un peu parce que j'ai été un peu long et je vous prie de m'en excuser. Je vous prie aussi de m'excuser de retourner mon téléphone de temps en temps parce que quand on m'appelle, je suis obligé d'envoyer un message comme quoi je préfère qu'on m'appelle plus tard. Comment ça, tu n'es pas en mode avion pendant les émissions? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais honnêtement, j'y pense pas. Je plaisante. Nous sommes en totale liberté et voilà, nous sommes là pour donner donc de l'information et surtout pour rassurer les gens par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir. En plus, si je me mettais en mode avion, comme je n'ai qu'un téléphone et pas de livebox, eh bien, je ne pourrais pas être dans l'émission. J'y serais de cœur. Et vois-tu, je ne pourrais pas faire de l'autorité comme je viens de m'amuser de le faire. C'est quelque chose qui est rédhibitoire.
Ok, respect et amour des autres. On est là-dedans. Christiane. Voilà. Oui. Tu as terminé, Jean-Pierre? Ah oui, oui, oui. Pardon, je ne l'ai pas D'accord. dit, mais j'ai parlé au nom de tous les miens. Et Très bien. Alors là, tu as donné une définition de la science qui est assez intéressante. Et moi, que j'entends science, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à la science qu'on nous Nous assène, comment tu dis? à laquelle on nous oblige à cette science-là, quoi. Voilà, la science qui pour eux, qui parle des données études soi-disant irréfutables, et on sait très bien que toutes les études scientifiques dont on nous a parlé n'existent pas, notamment pour la période où on nous a enfermés sur des bases inexistantes. Donc, moi, je pensais plutôt à cette science-là qui est une religion, qui n'est pas la vraie science, qui est une science qui nous empêche, qui finalement est là pour manipuler le peuple. Donc, la vraie science, c'est la science des personnes qui vont, qui ont une conscience justement et qui savent remettre en question leur recherche si on peut leur prouver que cette recherche n'est pas valable. Voilà, donc je pense qu'il est pas trop tard pour... vous savez, on n'a jamais eu de preuve de l'existence d'un quelconque pathogène contagieux, etc. Pendant la pandémie, la pseudo-pandémie, hein, il n'y a pas eu de pandémie et les choses sortent. Donc, il n'y a aucune preuve. Donc, on nous a mis pour rien, on nous a imposé des mesures liberticides pour rien, quoi, sans vraiment de base solide. Donc, moi, je dis qu'il est jamais trop tard pour bien faire. Tous les professionnels de la santé qui se sentent concernés, parce qu'il y en a qui parlent encore de ces choses-là, qui y croient encore, par une information juste et vraie du public, peuvent au moins faire un mea culpa et admettre l'absence scientifique d'existence de virus pathogènes contagieux et qui n'a jamais tué personne, contrairement aux injections dites vaccinales et autres mesures dites sanitaires pour lutter contre un virus imaginaire. Donc, cela permettrait surtout, et là c'est important, cela permettrait surtout d'éviter à la population de tomber de nouveau dans le panneau, le piège de la propagande. Voilà ce que je voulais dire sur la science. Tu as absolument raison, Christiane. Et après, on voit une chose, hein, c'est que voilà, ce vaccin n'était pas fait pour guérir, puisque nous connaissons les effets primaires qui sont voilà, qui sont néfastes, qui sont mauvais, etc. Donc, quand on a un vaccin qui a ce genre d'effet, on comprend bien que non, ce n'est pas pour soigner et qu'il n'y avait pas de maladie. Ouais. Voilà, je dirais même qu'il y a eu des actions contre la santé et la vie de nos anciens, notamment au travers du fameux remdesivir, par lequel on s'est aperçu qu'on avait abrégé la vie de nos anciens, qui pourtant n'étaient pas malades de pas grand-chose, mais là, carrément, quoi. Et on le sait aujourd'hui. Et ce qui est en cause, c'est est-ce qu'il va y avoir non seulement une prise de conscience, qui serait la moindre des choses, mais est-ce qu'il va y avoir une réaction technique vis-à-vis de l'établissement des faits. C'est-à-dire les faits sont que on a assassiné nos anciens. Voilà. Et qui va aller devant le tribunal, qui va aller, on ne sait pas. Alors on se parle, on n'en sait rien. Donc c'est ça l'absence de conscience. La conscience traverse comme ça le ciel, l'atmosphère, les différentes couches sociales qui sont censées nous gouverner, à savoir la magistrature, en tête desquelles la magistrature, évidemment. Que font les magistrats pour comment dirais-je, corriger, valider le fait qu'il y a eu des erreurs et des exactions et des actions criminelles. Par exemple aussi les infirmières suspendues. Qu'est-ce qu'on a prévu pour rémunérer ces personnes qui se sont dressées contre quelque chose qui se révèle aujourd'hui exact? Elles ont eu raison sur bien des points. Et qu'est-ce que ça leur rapporte aujourd'hui? Rien du tout. Donc, est-ce que c'est de la conscience? Non, ça n'en est pas. On a parlé de la protéine. Pardon, juste tout le personnel, il n'y a pas que les infirmières, je veux juste rajouter tout le personnel des EHPAD, il n'y avait pas que les infirmières. Hein, Et oui. Juste une petite chose aussi, c'est pas le remdesivir avec lequel on a fait des sédations profondes. C'est un autre produit qui, lui, en fait, empêchait de pouvoir respirer, etc. Enfin, voilà. Voilà, ouais, c'est une forme de remdesivir.
Et donc voilà, donc il n'y a pas de leçon tirée, quoi. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que ce Covid, c'était en fait une petite grippette. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les conspis, c'est l'OMS. Donc l'OMS qui reconnaît qu'il n'y avait pas grand-chose. Et au nom de pas grand-chose, on a enfermé la moitié de la population mondiale chez elle. On a supprimé la rémunération d'un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas passer à la vaccination, etc., etc. Où sont les conséquences? On ne les voit pas. Voilà, il y a quand même des personnes qui ont pris des engagements et qui manifestement se sont trompées. On a le sentiment que pour elles, on est dans l'impunité. Elles sont dans l'impunité. En revanche, il y a des personnes qui ne le sont pas. C'est celles qui sont pas forcément au gouvernement, mais qui sont je dirais, au travail tout simplement, et qui sont des exécutants, qui sont l'ARS, l'Agence régionale de santé, la HAS également, et donc ou des directions d'établissements publics où il était question de vacciner tout le monde et en particulier les enfants dans les écoles. C'est ceux-ci qui sont en première ligne. Et dans pas longtemps, ils vont avoir, eux, des comptes à rendre, parce que c'est sur eux que porte la responsabilité d'un point de vue strictement légal. Qui le sait? D'entre eux, très peu de gens. Qui le leur dit? Leur hiérarchie? Non. Leur hiérarchie ne leur ont pas dit qu'ils étaient responsables des conséquences de leur acte à eux et qu'ils n'étaient en aucun cas, en tant que hiérarchie supérieure, responsables de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est si vrai que M. Macron a toujours prôné l'idée de dire « je n'ai obligé personne à se vacciner ». Évidemment. Évidemment, personne n'a été obligé de se vacciner. Simplement, ce qu'il fallait rajouter derrière, c'est que si on n'était pas vacciné, on était désocialisé. Donc c'est une manière un petit peu fourbe de dire « je ne l'ai jamais dit », mais de faire en sorte que ça passe dans les actes. Voilà, donc cette fourberie-là, car c'en est une, eh bien, ce sont les gens qui sont passés aux actes, qui ont pris l'autorité, qui ont relayé ce qu'ils croyaient être une autorité et qui n'en était pas une, c'était déjà une forfaiture, c'était déjà illégal. Eh bien, ils ont pris l'initiative de relayer tout ça et aujourd'hui, ils vont être jugés responsables de tout ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochains mois. Voilà. Oui. Il n'y a pas que le vaccin qui est mortifère, il y a aussi les prêts de l'État. On a vu quand même un grand pan de l'économie française, surtout les particuliers qui ont eu le malheur d'accepter les prêts de l'État, qui aujourd'hui doivent les rembourser et qui finalement finissent la clé sous la porte. Oui, absolument. Et puis pour parler d'eux, pour parler des petits commerçants, j'en ai vu encore un hier qui disait il faut que je rembourse les prêts que j'ai pris à l'État, puis après je pourrais vendre mon établissement. Mais oui, je lui souhaite. C'est machiavélique, c'est un piège qu'on leur a tendu en fait. Absolument, mais complètement. Et ceux qui sont pas tombés dans le piège, et j'en ai connu un, et j'en connais un autre, qui m'a dit j'ai surtout pas voulu prendre de prêt parce que je savais que j'aurais du mal à le rembourser alors que j'avais la trésorerie, donc je me suis dit je vais me débrouiller tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il est un des rares à surnager dans son quartier, tout simplement. Donc voilà, donc tu as raison de dire qu'il s'agissait d'un piège qui a été tendu aux commerçants, à tout le monde. Et en plus, on a aujourd'hui des maladies dont on ne sait pas dire si elles vont être dangereuses à moyen ou à long terme. Et personne n'est capable de le dire, ou personne n'a envie de le dire. Je ne veux pas parler de la protéine SPAC, je ne veux pas parler du graphène, mais par contre, ce que je voudrais passer comme message, c'est qu'au sein du CNTFCH et à cette antenne-là, nous aurons, j'espère, assez bientôt, dans peu de temps, l'intervention de personnes qui vont nous parler de science, de la vraie science, hein, pas de la fausse qui dit à peu près n'importe quoi, mais de la vraie science. Et qui va nous expliquer, et j'espère bien, en quoi il y a danger, en quoi on nous a trahis, en quoi on nous a raconté un petit peu n'importe quoi. Alors on le sait déjà au travers de grands professeurs qui nous viennent la plupart du temps de l'étranger, mais on le sait aussi par d'autres professeurs en France. Mais est-ce qu'ils ont bien tout dit? Est-ce qu'ils ont bien mis tout à plat? C'est justement la question à laquelle il faudra répondre. La suite au prochain numéro, j'ai envie de dire, chers téléspectateurs qui nous écoutez, suivez bien les prochaines émissions car elles seront pleines de révélations sur ces sujets-là. Voilà ce que je voulais dire. Et par rapport à cette époque-là, il y a eu aussi quelque chose qui était très très difficile à vivre, c'est le fait d'être déclaré non essentiel. Ah, alors ça, la non-essentialité, Monsieur Attali en connaît un rayon, et pour ne parler que de lui, mais justement, quand il nous explique qu'après la retraite, on ne sert plus à rien, donc il est urgent de réfléchir à la, comment appelle-t-on ça, l'euthanasie, hein, tout simplement, et à accepter l'euthanasie, parce qu'il y a des gens qui disent, bah moi je sers plus à rien, donc il faut que je m'en aille. Ma mère m'a dit ça. Je pense que la maman de plein de gens a pu dire ce genre de choses, parce qu'à une époque, il y a 20, 30, 40, 50 ans en arrière et avant, dès lors qu'on était plus utile, eh bien on était considéré comme un poids.
Et donc la personne âgée n'avait qu'une envie, c'était de disparaître parce que toute la société le lui demandait gentiment, mais clairement quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a moyen de vivre très bien, très longtemps, sans travailler, avec des solutions sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre aujourd'hui, mais dont il faudra aussi que nous parlions à d'autres occasions. Le travail est-il une fin en soi sur cette planète? C'est une question que je pose aux philosophes que nous avons et à tous ceux que nous n'avons pas chez nous. Voilà. Est-ce que le travail voilà, je rappelle que le mot travail signifie torture en latin, hein, tripalium, qui vient du mot torture. Et donc, très clairement, est-ce qu'on veut torturer les gens toute leur vie? Et une fois qu'ils ont fini d'être torturés, on les remercie et on leur fait une petite picouse, parce que justement, l'euthanasie vient d'être reconnue officiellement et qu'on n'a pas envie que les gens souffrent de trop en se disant qu'ils sont inutiles. Rajouter à la douleur physique, la douleur psychologique, si je puis me permettre cette analyse. Donc non, justement, on n'a pas envie de ça. Et on a envie que nous, tous, ici présents et futurs, nous vivions le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, en étant non pas utiles, mais en profitant des plaisirs de la vie. Et les plaisirs de la vie vont nous conduire vers la créativité, et la créativité, c'est le seul objectif de l'humanité. Voilà. Et c'est utile. Mourir de notre belle mort seulement. Absolument. Jean-Pierre, est-ce que j'ai dit des choses qui t'ont fait tomber par terre? Alors, j'ai entendu énormément de choses et il me reste une chose. C'est important pour moi de vous dire en conscience que je souhaite de tout mon cœur la paix en moi et que je la souhaite et j'y arrive de temps en temps à la recevoir et que je vous souhaite la paix avec vous et que je souhaite la paix pour le monde entier. Alors maintenant que j'ai dit ça en conscience, avec le maximum de conscience, et pour avoir de la conscience, j'ai une méthode qui consiste à ralentir et à écouter, à prévoir chaque mot et chaque lettre que je vais prononcer, y compris les lettres muettes. On les mime sans les faire sortir avec le souffle. Et donc, ça donne de la conscience, juste le fait de ralentir. Le monde veut nous faire aller trop vite et très vite dans le mur. Alors, je vous invite aussi à ralentir, à écouter les mots, à regarder les gens, à prendre juste le temps de respirer avec eux. Merci. Super, merci à toi Jean-Pierre. Alors, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, évidemment, c'est du Nietzsche, mais ce monsieur a dit aussi quand même des choses relativement intéressantes, telles que la phrase sur laquelle je vais conclure cette émission. Sans musique, la vie serait une erreur. Merci Philippe, merci Christiane, merci Jean-Pierre. Bah oui, là actuellement c'est la musique du CNTF-CH, c'est la musique du cœur que vous entendez. Notre prochain rendez-vous lundi aux alentours de 19h30. En attendant, passez un bon week-end. Et pour les adhérents, n'oubliez pas que lundi, il y aura donc la réunion spécialement consacrée aux adhérents. Bon week-end, excellente soirée.